bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et comme vous voyez, eh bien, cette semaine, nous sommes au CES de Las Vegas, le grand salon tech qui inaugure l'année. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a oublié le jeu vidéo et on va en parler dans cette émission un peu particulière, vous verrez, avec le retour d'Otaksu. Comment ça va ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là avec toi, de découvrir aussi un nouvel ami sur le premier CES que je couvre en indépendant quand même. Eh ben c'est vrai, bien joué. Ah, Bien, tu es là, on peut te retrouver sur ta chaîne, Otaksu. Tout à fait, pour suivre tes pérégrinations à Las Vegas. Ouais, il y a un vlog par jour, fondamentalement, voilà. Ça dose beaucoup. Pas mal. Et face à toi, bien en effet, Richard. Bonjour Richard, comment ça va ? Bonjour, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là. Blogueur sur Tape à Honte. Ouais, vieux blogueur, depuis 2005 je suis blogueur. Ouais. Oh là là, tu vois. Bien plus. Et voilà, eh bien ces messieurs sont avec moi parce qu'on a fait quand même un petit tour du salon pour voir les nouvelles tendances et on en parle tout de suite dans l'actu à chaud. Alors, messieurs, au moment où on se parle, le salon vient d'ouvrir. On va pas se le cacher, c'est le premier jour. Mais on a quand même eu déjà quelques annonces, à commencer par du smartphone gaming, le ROG Phone 8. Alors en fait, je devrais dire les ROG Phone 8 parce qu'il y en a 3. Un nouveau smartphone gaming, ça manquait au tax ? Manquait oui et non, parce que en fait, le seul acteur qu'on ait qui soit assez global sur le smartphone gaming, finalement c'est ROG, parce que les autres marques qu'on a, ça va être Black Shark, ça va être Red Magic, des acteurs qui sont plutôt connus, surtout sur le marché chinois, alors que ROG, eux, ils vont vraiment à l'international. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin ? En tant qu'occidentaux, c'est un petit peu plus compliqué. On sait qu'en Inde, en Corée et en Chine, c'est quand même un secteur qui marche beaucoup. Maintenant, c'est vrai que nous, ça nous fait un petit peu sourire. J'ai préféré la manette au téléphone, c'est pour dire. Mais bon, ça n'engage que moi. Bon alors, quelques petites informations, messieurs, sur ce téléphone. Donc j'ai dit, il vient en 3 modèles. Donc le ROG Phone 8, le ROG Phone 8 Pro, qui évidemment monte en gamme, et le ROG Phone 8 Pro édition, qui a cette petite chose. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un refroidisseur, un ventilateur. Ça doit lui permettre de s'envoler, non ? Alors, c'est pas loin, c'est un ventilateur pour refroidir le téléphone. Un téléphone donc avec un écran 6,78 pouces pour ceux qui veulent savoir, 165 Hz, évidemment sur un smartphone, c'est assez rare d'avoir ça, qui tourne sous Snapdragon 8 Gen 3, donc ce qui se fait de plus puissant sous Android actuellement. Pourquoi je vous dis ça ? C'est aussi un smartphone qui a 3 capteurs, photo, audio, plutôt pas mal, mais surtout, c'est un smartphone gaming. Est-ce que tu trouves qu'il ressemble au smartphone gaming qu'on a en tête ? Non, du coup, ça répond un peu à la question de tout à l'heure, c'est peut-être finalement un smartphone gaming que je pourrais acheter. Ben c'est ça. Est-ce que ce ne serait pas l'idée ? Voilà, la petite spécificité des ROG Phone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment d'avoir les contrôleurs tactiles sur le haut. Non, on en parlera plus précisément dans l'émission, il vient d'être annoncé. Voilà, Otaksu nous en reparlera, je suis sûre, ou sur sa chaîne. C'est déjà le cas, effectivement. Voilà, et ça sort de toute façon le 7 février, mais quand même, dis-le, ça commence à 1099 €. Donc on est comme le 31 janvier d'ailleurs. C'est le téléphone que je vais acheter du coup. Là tu vas moins l'acheter tout de suite. Mais bon voilà, un téléphone puissant qui ne ressemble plus à un smartphone gaming. Il y a la puissance et il y a aussi les air triggers. Il y a quand même des choses originales sur ce smartphone qu'on ne retrouve pas partout qui justifient le prix, je trouve. Voilà, moi j'ai essayé les précédents, c'est évidemment de très bons smartphones si vous êtes des adeptes du jeu mobile. Voilà, autre chose qui a été annoncée, la MSI Claw, qui est la nouvelle console portable. Alors on en parlait avant l'émission, Richard, le CES c'est normalement pas du tout le salon pour présenter des consoles. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pour le couvrir régulièrement. C'est vrai que c'est pas le lieu du jeu vidéo, mais historiquement, on a fait nos petites recherches et on s'est rendu compte que Nintendo avait eu la gentillesse de venir présenter la NES ici en 1985. Donc oui, et on a eu aussi la Xbox qui a été présentée en 2001 en tant que produit. Et après, pour l'anecdote, on a échangé dessus, il y avait aussi la première PlayStation en association entre Sony et Nintendo qui avait été annoncée ici, mais bon, qui a connu de tristes rebondissements. Pour ceux qui se souviennent, la présentation de la Xbox à l'époque, c'était avec The Rock sur scène et Bill Gates. Cette image complètement farfelue des deux qui venaient présenter la console. Et c'est vrai que c'était avant l'époque E3. Alors on l'a déjà dit dans cette émission, l'E3 n'existe plus, mais à l'époque, surtout notamment au moment de Nintendo et de PlayStation, la première, l'E3 n'existait pas du tout. Oui, l'E3 en fait vient d'une scission entre les entreprises du jeu vidéo et des organisateurs du CES. Les entreprises du jeu vidéo ne se sentaient pas considérées et c'est pour ça qu'ils ont fait sécession et qu'ils ont créé leur propre événement à Los Angeles. Alors tu as eu l'occasion comme moi d'approcher un peu cette MSI Claw. Est-ce qu'elle va révolutionner
le marché où on a déjà quand même le Steam Deck, la ROG Ally, Lenovo qui vient de lancer son Legion Go, toute une batterie aussi de consoles asiatiques que tu connais sur le bout des doigts. Les Aya Neo, tout ça, Ouais, effectivement. alors, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette MSI Cloud? Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on la prend en main, on a l'impression qu'elle apporte rien de plus, entre guillemets, parce que si vous avez déjà eu une ROG Ally en main, c'est littéralement la même ergonomie. Mais tant mieux, parce que c'est une ergonomie exceptionnelle. Très bien. Pour le coup, elle est géniale. C'est ma console préférée pour le moment sur le marché, juste à cause de cette ergonomie. Maintenant, ce qu'elle va apporter, en vérité, c'est de la concurrence, et c'est de la concurrence dont on avait besoin. Parce que sur ces consoles portables, le seul socle qui existait vraiment et qui était concurrent, c'était chez AMD, c'était le 7840U, qui est devenu le Z1 Extreme qu'on connaît sur les ROG Ally. Là, on est sur les derniers Intel Core Ultra, de mémoire c'est le Intel Core Ultra 7, avec les derniers GPU Intel Arc qui ont profité en fait de la partie desktop, donc les cartes graphiques qu'on met dans les PC, qui sont sortis l'année dernière, qui ont boosté bien les choses pour Intel. Ils ont profité des évolutions de ça pour enfin faire évoluer la partie graphique de leur puce mobile. Et ça se voit, on est au même niveau de puissance. Alors c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ça vaut la Z1 Extreme de la ROG et de la Lenovo? Sur les premiers tests que j'ai fait sur le ZenBook 14, qu'on a tous testé hein, dans le milieu. Parce que c'est la même, voilà. Parce que c'est la même puce sensiblement. C'est au même niveau sur la plupart des jeux modernes que j'ai testés que le Z1 Extreme. Maintenant, le gros problème, et ça on le sait, des puces Intel, c'est qu'ils n'ont pas en fait les drivers, les pilotes logiciels qui boostent bien les vieux jeux. En fait, c'est surtout ça. Et c'est la grande question que j'ai, parce que sur ces consoles-là, le truc le plus intéressant finalement, c'est de taper son backlog Steam. C'est pas d'aller sur le tout dernier jeu. Là, les performances risquent d'être un petit peu serrées. Donc j'attends de l'avoir en test, mais au moins de la concurrence enfin, quoi. Alors, pour vous donner quelques informations, donc c'est exactement comme on a dit, comme la ROG Ally, on a un écran 7 pouces LCD, 120 Hz. Un système, alors eux, ils avancent un système de refroidissement amélioré parce qu'en fait, ils promettent de régler plusieurs problèmes sur ces consoles, qui est le fait que ça chauffe très vite quand on joue assez longtemps, que l'autonomie, c'est quand même 1h30 à 2h grand max en bas réglage. Là, eux promettent la même autonomie, mais en poussant les curseurs à fond. 2 heures, c'est une belle annonce. Curieux de voir ce que c'est en réel. J'attends de voir. Et donc, en effet, elle tourne sous Windows 11 pour ceux qui croient encore qu'ils vont jouer et faire de la productivité avec leur console. Donc voilà. Et 600, pour le moment, $699 annoncés. On n'a pas eu les prix européens, je crois, pour le moment. On n'a même pas eu de date de sortie. Richard, les consoles portables comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Alors moi j'ai ce côté un peu collectionneur, donc c'est vrai que j'ai un peu tout, parce que j'aime pouvoir jouer à tout. En fait, j'adore découvrir des expériences en termes de jeux vidéo, et c'est vrai que ces consoles-là, comme tu le dis, ça permet de rejouer à des jeux peut-être plus anciens, en mobilité, ou aussi de se débarrasser de cette complexité qui est souvent le jeu PC, à courir après les drivers. Et moi ce que j'aime bien dans ce que tu disais, c'est vrai que le fait d'avoir du Windows, on sort un peu du piège un peu de Steam et du Steam Deck, pas la même qui est ultra sexy, mais qui reste, on peut pas trop sortir de ce qui est prévu pour le Steam Deck. Donc moi je suis très très curieux, et je pense que je vais craquer, mais j'attends beaucoup des nouvelles sorties. Mais alors moi personnellement, je n'ai jamais utilisé Windows 11 pour autre chose que charger les boutiques sur toutes ces consoles que j'ai testées. Hein. Mais tu es dans la macosphère aussi. On parle pas à la bonne personne. Windows c'est très bien pour jouer. J'ai une ROG Ally qui me sert tous les jours. J'ai mauvaise langue. Tu vois. Bon, messieurs, autre chose qui est alors plus dans l'air du temps du CES habituellement, on a toujours beaucoup de PC qui sont annoncés, et donc forcément des PC gaming. Ça donne la tendance de ce qui va arriver dans l'année au niveau innovation. Le PC de 2024, à quoi il va ressembler, Otax? Il va ressembler à tous les PC en fait. D'accord. Non, en vérité, le PC d'ordre général, donc on parle de toutes les catégories de PC en 2024, c'est des PC qui vont mettre en avant l'accélération de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça demande des calculs très spécifiques qui peuvent être faits par le processeur, qui peuvent être faits par la carte graphique, mais ici on va rajouter toute une partie qui est dédiée à cette calcul sur absolument toutes les catégories. On le voit sur l'Ultrabook, on le voit sur le PC Gamer, on le voit sur les transformables, absolument partout. Mais ça c'est parce qu'Intel a annoncé sa puce? C'est parce qu'Intel a annoncé sa puce. Il faut voir aussi que, en vérité, AMD va arriver avec ça aussi, avec sa génération 8000. On le sait déjà. AMD, elle n'est pas encore là, hein, mais on le sait déjà. Et surtout, en fait, la partie de l'histoire qu'on oublie un petit peu, c'est parce que Apple est arrivé avec les M1, M2, M3, que les SoC mobiles ont toujours eu des NPU, hein, cette partie qui gère les calculs de l'intelligence artificielle. Et donc, les éditeurs de logiciels pour PC
ont commencé à utiliser ces technologies-là depuis 2-3 ans maintenant et veulent avoir la même chose sous Windows. C'est vraiment ça la transformation. Ah, c'est ça. Et on l'a pas encore trop, c'est vrai que dans le jeu vidéo, mais Nvidia est très très en pointe sur la partie IA. Et c'est vrai que c'est pour aller dans ton sens, c'est des calculs qui sont souvent dédiés au GPU. Et donc si tu as ton GPU qui fait ton IA, il peut pas faire tes graphismes. Donc il y a à un moment donné besoin de réallouer les ressources. Sans compter que sur l'autonomie d'une batterie, si tu fais appel au GPU, C'est pour ça. Alors moi, il y a autre chose qui m'a un peu frappé, et un peu comme on a parlé du ROG Phone 8, c'est ce changement de design. Avant, on avait l'idée qu'un PC gaming, c'était quelque chose de massif, un côté un peu futuriste. Certains diront moche, mais c'était comme ça. Alors, il en reste. Soyons rassurés, ceux qui cherchent des PC gaming de haut vol, ils ressemblent toujours à des PC gaming. Mais on a vu arriver, notamment chez Acer et Asus, des formats de PC beaucoup plus élégants. On sait que le télétravail est passé par là, on n'a plus qu'un seul ordinateur pour tout faire. On a vu chez Acer notamment les Predator Helios Neo, donc c'est la gamme, comment on dirait plus ça accessible. Plus accessible, ouais. C'est juste en dessous du haut de gamme. On a fait quelques sacrifices sur le châssis, notamment qui passe d'aluminium à plastique. On a enlevé quelques LED pour faire baisser un petit peu le coût. Par contre, la config reste tout aussi puissante. C'est ça qui est intéressant. Ça reste des PC qui vont pouvoir embarquer des cartes Nvidia RTX 4070. Oui, 40-70 sur les 16 pouces et même jusqu'à 40-90 sur les 18 pouces. Voilà, donc on est à partir de... Alors c'est sûr on passe sous les 2000 € pour du PC gaming quand même de haut vol. On a 1799, enfin à partir de 1799, 2 Tera de stockage. Vous en avez quand même de la place pour mettre des jeux. Mais en revanche, on garde l'OLED quand même dessus. L'OLED. Ouais. Ah, Est-ce qu'on peut trouver des PC jolis avec de l'OLED ou pas? Évidemment qu'on peut, mais pas chez Acer tristement, parce que les Predator Helios Neo restent sur du mini LED. Alors le mini LED c'est quand même vachement bien. Ouais, faut pas se mentir. Mais on est au CES 2024 et le CES 2024 c'est l'ère de l'OLED qui va jusqu'à 240 Hz et on l'a pas ici. Par contre on l'a sur les Zephyrus et le G16 principalement. Et il est absolument magnifique l'ordinateur. Je suis incroyablement pressé de le tester avec Intel Core Ultra H et HX. Les nouveaux, alors là on est sur le surpuissant. On est sur le plus haut possible actuellement sur les ordinateurs portables. RTX 4090, on l'a dit, même si la puissance est légèrement abaissée sur la RTX 4090, elle n'utilise pas l'intégralité du jus dont elles ont besoin pour accélérer les choses, mais ça justifie aussi un châssis qui est 2 fois plus petit que la plupart des autres gamers, un PC qui est extrêmement fin et extrêmement beau. Je pense qu'en termes d'autonomie aussi, on va le voir. Donc c'est une bonne balance pour la polyvalence de l'ordinateur qui, honnêtement, pour moi, je sens que ça va mettre une énorme claque en 2024, ce Zephyrus G16. J'ai tellement hâte de le prendre en main, quoi. Toi, tu es plus tenté, Richard, par ça t'attire plus un PC gaming qui ressemble à un PC gaming ou un PC gaming qui se fait plus élégant, on dira? Clairement, on en parlait tout à l'heure avec le téléphone. Je pense qu'on est toute une génération qui a peut-être envie d'avoir un ordinateur qui soit polyvalent et qui affiche pas forcément directement je suis un geek ou je suis un gamer. Parce que tu le disais, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que on travaille dans nos salons, on travaille en déplacement. Donc c'est vrai que d'avoir des machines comme ça qui arrivent à allier des performances gaming honnête, raisonnable, voire très bonne, et un design qui nous fasse pas passer pour un pré-ado ou un post-ado, on va dire. C'est plutôt cool. Tu veux pas le gros PC gamer en fait, c'est que je dans le tes veux réunions. plus. C'est que j'ai déjà un ordi qui est beaucoup trop épais pour son bien. Mais après, c'est vrai que c'est aussi les progrès techniques, on en parlait tout à l'heure, la réduction des tailles des puces, l'impact du mobile sur des téléphones mobiles sur les ordinateurs mobiles. Avant, on avait besoin de ventilateurs pour refroidir des machines qui étaient très très fortes en termes de production de température, de thermique, quoi. Alors, pendant qu'on est dans les PC, je vais vous parler d'un projet que j'ai vu ce matin chez Razer. Alors Razer, c'est pareil, ils ont leur Blade qui s'affine et qui devient très discret. Eux, pour le coup, ils étaient pionniers sur la tendance de ne pas ressembler à des PC gamers. Ouais, et pourtant, Dieu sait que les Razer sont plutôt les Razer Blade, c'était les gros PC gamers. Ça s'appelle Project Esther. C'est en fait, alors tous les ans, à tous les événements, dès qu'il y a Razer, ils aiment bien sortir un produit qui va être un prototype, qui ne sortira jamais, mais ça les fait marrer de faire des démonstrations technologiques. J'ai trouvé ça intéressant, c'est un coussin haptique que vous allez mettre sur votre fauteuil de gamer et qui en fait va se servir de la captation audio pour
faire réagir en fait. Vous allez, si vous jouez, faites des jeux de tir, vous aurez des impacts aux endroits dans le dos où vous êtes censé les avoir. En fait, ça joue vraiment sur l'expérience sonore. Alors ça, c'est le principe souvent de l'haptique, parce que ça marche avec le cinéma et avec l'audio. Mais là, il rajoute en fait une autre couche, une plateforme qui s'appelle Razer Sensa, et qui là va permettre aux développeurs d'ajouter en fait de la réactivité haptique en fonction vraiment de ce qui se passe dans le jeu et plus seulement du son. J'ai testé sur Mortal Kombat. Eh bien, j'étais contente d'avoir gagné mon combat parce que déjà j'ai pris cher. Et c'est pas mal en fait l'haptique. Moi j'étais assez sceptique. Richard, toi qui es, je vais pas dire un vétéran du CES, mais tu as vu aussi l'évolution de l'haptique. À une époque, on en mettait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais, alors il y a pas mal de choses. Il y a un premier truc, c'est vrai qu'on peut remercier un peu Razer qui, tous les ans depuis plusieurs années, amène l'événement au CES sur la partie gaming. On pense à leur ordi portable avec 3 écrans. L'année dernière, c'était autour du son. Ils mettent quand même le joueur au cœur de cette mode de communication pour le CES. Et je pense que ce qu'on revit aujourd'hui, la poussée gaming et hardware gaming qu'on voit, ils sont un peu les artisans en coulisses du buzz médiatique. Et pour aller dans ton sens sur le haptique, c'est vrai que c'est une technologie qui s'est affirmée. On reparlait d'Apple avec les iPhones et tout ça. Et c'est vrai que la maturité de ces technologies-là fait qu'on voit pas mal de choses, plus ou moins réussies. Là, depuis quelques années, on voyait des vestes qu'on pouvait porter pour ressentir un peu la réalité du jeu. On a bien vu sur nos manettes de jeu exactement. Aujourd'hui, c'est quand même un vrai plus d'avoir ce genre de technologie. Donc bien utilisé, c'est un vrai outil immersif. Et puis c'est aussi prendre... Je pense à quelque chose qu'on avait un peu oublié qui revient, c'est la multisensorialité du jeu. On s'est beaucoup intéressé au graphisme. Maintenant, on sait que le son est hyper important pour son expérience de jeu. Donc pourquoi pas ressentir aussi quelque chose dans son corps. Ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, à suivre, ça s'appelle Project Esther. C'est surtout un appel, il lance surtout un appel aux développeurs de jeux qui, s'ils veulent utiliser la plateforme Razer Sensa, elle est disponible, on nous a bien répété. Sachez-le, amis développeurs, vous pouvez y aller. Évidemment, PC, on parle aussi écran. Et là, les écrans, il y en a à gogo. Alors LG, Samsung tout le temps. Nous, on a bien aimé chez Acer, surtout le alors, Predator Special Labs View 27. Voilà, rien que ça. Alors, il faut savoir qu'Acer a développé il y a quelques années, je dis quelques années, mais surtout commercialisé l'année dernière, en fait un espèce de capteur 3D sans lunettes, sans casque, sans besoin de rien, qui suit en fait votre regard. C'est un capteur qui se trouve en haut des écrans et qui va suivre votre regard et tout basculer en 3D. Alors c'est très très difficile à rendre en vidéo, mais en revanche quand on joue, ça donne vraiment de la profondeur assez folle au jeu. Là ils nous ont montré, en plus de cet écran, qui existe aussi en triple écran, ça c'était très très drôle, ils sont fait des gros délires, en fait une plateforme derrière. C'était ça, Otaksu, explique-nous cette plateforme qui est plus intéressante. En fait, ils ne demandent absolument pas aux développeurs de faire partie de ce mouvement. Ils ne demandent pas d'efforts aux développeurs. Ce sont les équipes d'Acer qui réadaptent les jeux vidéo. En fait, dans un jeu vidéo, il y a toujours une caméra qui représente le point de vue, tout simplement, du joueur, ce qu'on voit affiché à l'écran. Les équipes d'Acer vont aller s'insérer dans le jeu, créer une seconde caméra pour pouvoir permettre de créer cet effet 3D. Donc c'est les équipes, ça veut dire que c'est forcément un petit peu plus lent, mais on est aujourd'hui à plus de 100 jeux disponibles. Ils ont une centaine de jeux déjà disponibles. Et une bibliothèque qui est vraiment pas dégueulasse. On a vu les liens, il y a du The Witcher, il y a du Metro Last Redux, il y a Requiem, qui était il y a le meilleur jeu de 2023, Hi-Fi Rush, qui est dedans. Et surtout, ça ne réclame pas de repayer le jeu, puisque en fait c'est une surcouche vraiment, l'interface, qui va aller lancer le jeu sur Steam avec du coup l'interface qui va gérer l'effet de profondeur. On peut aller de 0 à 100 voire 150%. J'ai essayé le 150%. Ça fait mal. Waouh, non, c'était pas possible. Mais le 100% m'a mis une vraie claque. Ça a été ma première claque du salon. Ça t'intéresse la 3D dans le jeu vidéo, Richard? Je pense que je fais partie de ces gens qui étaient là quand Avatar est sorti pour la première fois en 3D. Donc j'avais vécu cette émotion en se disant ça y est, tout va se bousculer, tout va être réinventé. Et puis bon, on a vu ce qui s'est passé, les difficultés que ça a été de se déployer, de se développer, de rentrer vraiment. Mais parce que tu disais aussi, ça demandait un effort considérable aux éditeurs de contenu de s'adapter. Là, c'est vrai qu'avec des solutions software qui permettraient peut-être de réduire cette adaptation. Et puis, je peux en croire que les témoignages que j'entends, et tout le monde a l'air assez emballé. Donc, oui, moi, je suis comme vous, je pense que je suis un fan d'innovation et ça a l'air assez chouette. Moi je sais pas si je ferais tout un jeu en 3D honnêtement. Mais j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé assez intéressant sur mon YouTube d'un mec qui disait si on pouvait jouer à des jeux de réalité virtuelle sur cet écran. Ça on a déjà eu des promesses comme ça. Ouais, et je pense qu'on s'en rapproche un petit peu quelque part. Et pour quelqu'un qui comme moi
déteste avoir un casque sur les yeux, mais aimerait beaucoup profiter de cette immersion. Je me vois bien avoir cet écran. Et surtout, un des trucs, on a oublié de le préciser, c'est qu'on peut activer, désactiver à la volée cet effet, et l'écran est vraiment très bon. Donc on peut avoir l'écran en bureautique toute la journée, et sur une session gamer, c'était Ctrl-T 3D. Ouais. Alors, il y avait un autre écran assez mouse chez Acer, qui est le Predator Z57, qui est un écran incurvé monumental. Je ne sais pas qui a la place de mettre ça ou de l'accrocher au mur, parce qu'on pouvait l'accrocher au mur. Donc là, vraiment, il faut un bureau 57 pouces, 180 Hz faut quand pas même. Un bureau, faut un appart là. Mini LED. Bon, le prix aussi, 2400 €. Hein, donc on va attendre quand même un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est marrant parce que le CES, c'est Consumer Electronics, hein, c'est vraiment le lieu de l'électronique grand public. Hein, on est là pour ça, et c'est vrai que des télés, pour ceux qui ont la chance de visiter ou voir le salon, des écrans, il y en a des kilomètres carrés. Hein. Donc c'est vrai que c'est pour nous les joueurs qui jouent notamment sur console, c'est vrai qu'on attend d'impatience du OLED moins cher, de l'HDMI 2.1 pour avoir les bonnes fréquences, enfin c'est important tout ça. On a Samsung aussi qui a lancé sa nouvelle gamme d'écrans Odyssey. Ça c'est un peu, alors là vous voyez à l'écran justement cet écran 3D. Alors ça rend pas bien, c'est dommage en vidéo, c'est le problème qu'on a, il faut qu'on l'explique, l'effet waouh qu'il y a quand il y a une scène comme ça. En fait on prend tous les objets en 3D cailloux, dans le visage. Des missiles qui nous volent aux côtés des oreilles, et vraiment l'effet est saisissant parce qu'on sait que l'écran doit normalement capter l'œil pour pouvoir le regarder, donc on se dit sur un setup à 3 ça va pas fonctionner, mais non, ça fonctionne super bien, quoi. Très bien. Et là parce vous voyez que la vision périphérique, le grand écran 57 pouces pour ceux qui ont l'image, qui nécessite en effet un appartement supplémentaire pour le faire rentrer chez soi et pouvoir jouer. On va parler de ce que vous avez repéré aussi, messieurs, des sortes de coups de cœur. Richard, toi tu t'es intéressé au casque VR. Oui, bon, alors contrairement à toi, moi, je suis plutôt un amateur de la VR. Et c'est vrai que le CES a souvent été aussi un lieu de démonstration de la VR. D'ailleurs, le premier Oculus, l'Oculus Rift, avait été présenté ici. Les premières prises en main, c'était faites ici en 2013. Donc, au cours des années, même si on va dire la tendance ou la mode passait, on continue à avoir des expériences de VR. Ça a poussé les salles de VR qu'on peut voir partout. On voyait les premières expérimentations ici. Et donc là, au niveau du CES, c'est vrai que la moyen grosse annonce, c'est Sony qui sort son casque de mixed réalité, quasiment un HoloLens version Sony, pour venir chasser sur la mixed réalité, un outil. Et en parallèle, il y a quand même un troublion qui se spécialise dans troubler la fête du CES tous les ans puisqu'il n'y est pas, c'est Apple qui en parallèle lance la publicité de son Apple Vision Pro en disant ça y est, il arrive bientôt pour un peu contrebalancer tout ça. Qui arrive le 2 février, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, moi j'étais étonnée, on a vu quand même déjà beaucoup de casques de réalité virtuelle AR, alors qu'on pensait que c'était complètement passé de mode. Sony qui sort un casque alors qu'ils se sont quand même ratés avec le PSVR 2. C'est quand même paradoxal. Mais en fait, c'est pas que c'est passé de mode, c'est que la mode originale où tous les investisseurs avaient dit ça va être la nouvelle vague est enfin passé. Maintenant, il reste en fait un cœur de consommateur qui a un attach rate incroyable sur tous les produits. En mode genre, on a notre casque, on l'a dépensé 2000 balles, on a mis tous les plots dans la maison et on a au moins 20 jeux qui coûtent 80 balles par tête de pipe qui sont dessus. Donc les gars, maintenant, on fait... Bah attendez, on peut produire des trucs à pas trop cher et y aller sur ce marché parce qu'on va se faire des caillasses, quoi. Mais c'est exactement ça. Et oui, tu voulais rajouter un mot, Richard ? Oui, non, je disais que c'est... en effet, l'expérience VR, elle est quand même fascinante. Si on la supporte, c'est vraiment la téléportation à la maison. Donc c'est vrai qu'on peut vite rentrer dedans. Et pour Sony, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent se positionner sur le nouveau casque comme un outil. Donc on pense plus... C'est pour ça que je faisais l'amalgame avec l'HoloLens. Sur un outil et certainement sur un prix qui n'a pas été dévoilé, mais qui sera certainement plus agressif que les 3500 $ de l'Apple Pro Vision Ultimate 3000, quoi. On va finir vite sur un truc qui nous a bluffé, Otaksu et moi. Ace, Nvidia Ace, c'est-à-dire l'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Vous allez pouvoir parler avec des personnages non jouables normalement, qui étaient normalement planqués dans le décor. Et nous on a testé. Ou qui avait une ligne de texte et voilà. Et non, maintenant on peut littéralement discuter avec les villageois. On a testé en fait la démo Kairos qui avait déjà été présentée, mais maintenant avec un nouveau personnage à l'intérieur qui s'appelle Nova, où tu as particulièrement apprécié son ciré jaune. Sa robe jaune. Je lui ai demandé pourquoi elle venait habillée en jaune. Mais dans un boui-boui pas possible. C'est ça qui est magnifique, c'est que maintenant on peut leur demander ça et ils ont des réponses qui sont
contextualisées, ils ont des réponses qui sont liées à leur personnalité. On a pu voir le logiciel derrière qui gérait tout ça, où en fait c'est comme des fiches personnages de Donjons et Dragons. Ils ne sortent pas du rôle qu'on leur a donné grâce à ça, et ils le font super bien. Mais en fait, c'est génial. On remplit, en gros, on fait une fiche personnage, et lui, il va adapter ses réponses. Alors là, on avait un personnage qui avait beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie. Elle était sassy, comme diraient les Américains. Ouais, elle était un peu sassy et un peu sèche, mais c'était très drôle, et c'est surtout bluffant de réalisme et d'interactivité. Est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo? J'espère, très honnêtement, j'espère. Mais sur un Baldur's Gate 3, cette technologie, mais c'est le mind blown le plus absolu. Tu vas passer en fait. 357 heures dessus. Ah oui, sinon. très clairement. Eh bien, messieurs, nous arrivons au bout de cette émission déjà spéciale CES. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Donc, Richard, toi, tu es encore là. Parce que tu as le droit de le dire maintenant en fin d'émission, tu es là aussi sous une autre identité. Je suis exposant en même temps, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, pour voir les robots Mirokai et Miroki. Et sinon, on te retrouve sur ton blog tapahonte.info. Otaksu, merci d'être venu. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, Melinda. Écoute, c'était un plaisir. Messieurs, bonne fin de CES à tous les deux. Il reste encore des kilomètres à parcourir dans ce salon. Ouais, on part à Razer dans 5 secondes là. Allez. Voilà, exactement. Et toi, on te retrouve pour les vidéos sur ta chaîne youtube.com/Otaksu. Exactement. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce multijoueur spécial CES, parce qu'ici aussi, on n'arrête pas le jeu vidéo. On se retrouve très très vite sur notre beau plateau et au calme. Mais en tout cas, en attendant, jouez bien et à très vite.